need someone around. Things can tumble down on you. Dites-moi les gars, si vous passez dans le métro et vous entendez cette voix-là, cette voix que vous venez d'entendre, vous l'entendez chanter, qu'est-ce que vous allez faire? D'ailleurs, je vais laisser ces gens-ci vous dire mieux que ça. Toi, tu ferais quoi? Et toi, tu ferais quoi? Quoi? Tu ferais quoi? C'est-à-dire que qu'est-ce que vous feriez? Posez-vous la question. Parce que moi, je vais vous raconter ce qu'un monsieur, un producteur anglais, lui, il a fait quand il a entendu cette voix. Parce que cette voix, ce timbre, ce grain de voix devrait vous faire quelque chose. Ça devrait vous émoustiller. Je le remets d'ailleurs, c'était ça. As a surprise, loneliness. Bonjour, c'est Stevie de Music Feelings et on va donc revenir aujourd'hui sur la carrière de Shola Ama parce que c'est souvent une des grandes questions que les fans de R&B francophones et surtout français des années 90 se posent. Où est Shola Ama? Pourquoi ça a pas trop marché? Alors, je vais revenir sur sa carrière. Pour ceux qui ne savent pas qui elle est, vous allez comprendre en regardant cette vidéo. On va revenir dans le pays du Brexit, donc on repart en UK. Ça va vous rappeler à certains moments la vidéo d'un certain Craig David. Mais ce n'est pas très grave, on se pose et on va commencer la vidéo. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me suivre sur Instagram. Et on y va quoi, on y va. Et je veux que vous réécoutiez la voix parce que là, pour Shola Ama, c'est important de réécouter la qualité vocale de cette petite fille. Et là, je veux que vous vous situiez dans une station de métro. Vous entendez ce que vous venez d'entendre là. C'est-à-dire que cette voix-là est en train de chanter. Vous voyez pas qui c'est. Vous voulez passer votre passe Navigo. Mais bien sûr que vous ne pouvez pas passer votre passe Navigo avec une voix comme ça. Donc vous commencez à vous dire que mais ça vient d'où? Vous regardez un peu partout. Vous ne voyez pas la personne. Du coup, vous sautez. Parce que la voix est tellement puissante que vous sautez le truc. Tu dis non là, je dois aller voir qui chante. Hop, 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 hop. Et vous tombez sur une petite fille de 15 ans. Cette petite fille de 15 ans, vous la regardez, vous vous dites, mais c'est pas possible qu'elle chante aussi bien. Vous êtes d'accord avec moi? Elle a le grain, elle a toute la couleur de sa voix. Qu'est-ce qui se passe? Donc vous lui demandez, rechante un peu pour que je vois si tu as vraiment les galops. Donc elle rechante devant vous. Et là, vous vous dites clairement, non, là j'ai trouvé quelque chose. Et c'est ce qui va se passer avec Kwame du groupe The Influence. C'est un producteur anglais. Un jour, il veut prendre son taxi dans une station de métro anglaise. Et le taxi ne veut pas de lui, c'est-à-dire que le taxi le rejette. Vous vous rappelez à l'époque où les taxis rejetaient encore les gens avant Uber. Maintenant, il prend encore le taxi. Quand le taxi te voit, c'est maintenant eux qui courent derrière toi. Vengeance. Bref, le gars est donc rejeté comme les taxis devant une station de métro comme à l'époque en fait. Et il décide donc d'entrer dans la station de métro pour prendre son métro. Et la scène que je vous ai racontée se passe. C'est-à-dire qu'il va tomber sur la petite fille de 15 ans et directement il va la signer sur son petit label indépendant. Et ils vont sortir une première chanson, une balade très soulful qui s'appelait Celebrate. C'était ça. Boy, to let you know. Ce monsieur Kwame fait partie de la formation The Influence. C'est une formation de production anglaise qui mélange parfois un son très urbain à un son soul et souvent même à de l'acid jazz en fait. Ils ont une palette assez variée sur le son urbain de l'époque et vous vous rappelez que avant 97-98, le son anglais, le son R&B anglais est très soulful en fait. Il est beaucoup plus soulful que le son R&B moderne américain. Donc ils sont dans cette vibe là tout en restant bien sûr en lien avec les États-Unis, mais ils sont dans cette vibe là qu'ils développent petit à petit. Et à ce moment précis, ils ont une petite fille de 16 ans dont la voix spécifie tout le monde. C'est-à-dire que elle a un timbre tellement coloré à la fois, tellement soft que tout le monde veut en entendre parler. Eux, ils n'arrivent pas à percer en major. Ils arrivent chez une major Warner un jour. Ils font écouter la voix de Shola Ama. Panique générale. Le label leur dit non. Vous êtes sûr que c'est une anglaise? Oui. Elle a quel âge? 16 ans. Warner signe immédiatement, mais immédiatement Shola Ama. Et très rapidement, on va travailler sur son premier album avec un premier single qui sera un tube. Et c'était ça. Sur ce titre, You Might Need Somebody, ils se la jouent safe en fait. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font une reprise d'un tube de Charlie Richard qui était sorti en 1980. C'était ça. Il a été popularisé ensuite aux États-Unis par Randy Crawford en 1982, c'était ça. Et en fait, donc, ils vont renouveler ce titre à la sauce moderne. Et surtout, et j'insiste sur ça parce que c'est vraiment le point essentiel de cette vidéo, il fallait brag en fait. Il fallait faire écouter le très très joli timbre de cette petite fille. Et ça va faire un mouche dans toute l'Angleterre. Toute l'Angleterre va tomber amoureuse de Shola Ama, qui très rapidement va avoir un second single, c'était ça.
Ou encore un troisième single qui porte le nom de l'album qui s'appelle donc Much Love, c'était ça. There's nothing that I wouldn't do. Yeah. Et là, sur Much Love, on commençait déjà à entendre bien plus l'influence américaine, en fait. C'est-à-dire que sur le premier album, il y a une balance. Il y a une balance entre un son très soulful British et une tendance un peu américanisée. Et sur Much Love, vous l'entendez beaucoup parce que on retrouve déjà la structure de Brandy et de Baby, en fait. Mais c'est encore fait à la sauce anglaise. Il y a même certaines influences qui annoncent les prémices d'un son garage. C'est très très bien ficelé et surtout, ça va exploser, en fait. Très rapidement, Much Love va atteindre quasiment 1 million d'exemplaires en Angleterre. Et surtout, et c'est là que l'histoire de Shola est assez intéressante et plutôt stupéfiante, les Gaulois, nos amis les Gaulois, à savoir nous là en France, quoique non, je suis pas un Gaulois. En France, Shola aussi va avoir un très beau succès, un très bel accueil, même critique, donc elle va réussir à toucher le public francophone et donc à se consolider petit à petit une fanbase en Europe. Ses qualités vocales vont être appréciées, elle va gagner 2 Mobo Awards et elle va aussi gagner au British R&B Award le titre de la meilleure chanteuse R&B, c'est-à-dire que la petite n'a que 17 ans et elle détruit le game. And my record company and my management and my family and my friends and thank you, much love. À chaque fois que les artistes américains arrivent en Europe, on leur parle de Shola. Et très rapidement, il faut imposer Shola sur son second album. Quand il va falloir imposer Shola sur son deuxième album, qu'est-ce que, à votre avis, la maison de disques va faire? Et qu'est-ce que vous savez que Shola va avoir envie de faire en grande fan de R&B? Bien sûr, il va falloir travailler avec les producteurs américains. C'est-à-dire qu'on va sortir l'artillerie lourde, en fait. Le premier album, c'était les G-Influencers, les producteurs qu'il avait repérés dans le métro, là, qui ont produit avec un son plus ou moins authentique, très british. Il y avait aussi, comme je vous ai dit, le petit côté variété américaine, mais il y avait un côté aussi très british dans le son. Vous avez compris, le but dans ce second disque est d'oublier la station de métro, parce que maintenant, il y a de l'argent. Et comme il y a de l'argent, il faut toucher le fameux oncle Top. Le label, eux, ils voient les dollars, là, un peu comme Picsou, ils voient tous les dollars. Et la petite, c'est une fan de R&B, c'est une fan de Brandy notamment, elle est très très fan de Brandy. Et donc, du coup, il faut aller se mesurer à ses idoles, en fait. Ils font appel à de l'artillerie hyper lourde, c'est-à-dire qu'on a Babyface, on a Andy Stone, on a Ali Shahid, on a de gros producteurs, on a les Darkchild, les producteurs qui viennent de cartonner avec l'album de Brandy sur Never Say Never. On a tous ces producteurs-là qui sont en train de travailler sur le second album de Shola. Et très rapidement, en 99, la meuf revient et le premier single, c'est ça. Alors jusqu'aujourd'hui, ça reste un de mes singles préférés de Shola. Et je sais que beaucoup de gens en France doivent connaître ce titre comme étant l'un des plus gros tubes de Shola. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, la France est la chanson dans laquelle cette chanson a quasiment le mieux marché, en fait. Le titre est resté quasiment 4 ou 5 mois dans les charts français. C'est immense pour une chanson de R&B et en plus une chanteuse de R&B qui n'est pas une chanteuse de R&B française de passer autant de temps dans les charts français avec un titre, en fait. Mais à l'époque, elle va cartonner donc en France et bizarrement ou alors de manière moins bizarre, ça va un peu moins marcher en UK, en fait. Elle va perdre le son très soulful des débuts, là, pour essayer d'étendre son public, malgré le fait que sur les chœurs, vous savez, les chœurs qui sont magnifiques là. Ils ont gardé un esprit très gospel. À la prod, on retrouve les Stargate. Oui, ce sont les Stargate qui font leur début. C'est encore eux, les petits Stargate, qui vont faire tout le parcours qu'ils vont faire et qu'on verra dans d'autres vidéos. Mais c'est eux qui font cette chanson pour elle, qui la façonnent et qui donc cartonne en France, mais a un accueil un peu moyen sur le territoire anglais. Mais ils n'abandonnent pas. Et en second single, on va avoir ça. Makes my dreams come true. Yeah, Là, je sens que vous êtes en train de danser, de vous rappeler comment vous étiez là. Vous pouvez danser, hein, poussez les enfants, mettez les enfants, couchez les enfants, ressortez vos piches de l'époque, quand vous draguiez en boîte. Oui, parce que ça ressemble à pas mal de sons d'époque, de pop de l'époque, quand vous aviez les durag, comme moi quand je dors là. Bref, faites un peu vos petits mouvements de l'époque là. Je vous laisse faire. Et Imagine ne va jamais être en réalité un gros tube en fait. Parce qu'effectivement, ça sonne, et je viens de vous tester, comme beaucoup trop de titres de l'époque. C'est-à-dire qu'en réalité, Shola, quand elle ouvre sa porte, elle a une espèce de petite originalité parce que son timbre est très apprécié, mais là, comme beaucoup de chanteurs qui font ce changement brutal sur le second album, elle s'américanise de dingue en fait. C'est-à-dire qu'elle se oncle Tomise à fond, elle se brandyise parce qu'en plus, regardez. yeah. Darkchild.
C'est produit par Darkchild, donc c'est vraiment là le son typique donc de Brandy, même dans la manière dont elle fait ses chœurs. Et de fait, maintenant vous devez comprendre, le résultat va être très frileux sur la scène anglaise. C'est-à-dire que Imagine va avoir pas mal de passages radio parce que c'est encore son nom, mais il va fracasser, mais vraiment fracasser les ventes de l'album. C'est-à-dire qu'elle sort avec un album quasiment 600 000 exemplaires vendus. L'album va entrer à la 92e place en UK en fait. Ils sont encore en plein 99, c'est-à-dire qu'il y a un rejet tellement brutal, elle paraît peu likable dans les interviews et donc c'est à partir de là que la chute de la carrière de Shola Ama va se faire. Sauf de ce côté de la France, il y a un soutien, c'est-à-dire que l'album est 92e en UK, mais en France il est 57e. Donc elle se maintient plus ou moins sur cette période-là en France, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pourquoi? Parce que dans ce marketage-là, on te pousse sur le marché américain, il fallait qu'elle perde du poids, qu'elle change d'image. Or, elle avait pris du poids. Elle n'a que 20 ans en fait, donc elle est nouvelle dans l'industrie et c'est à partir de ce moment précis qu'elle va commencer à tomber dans la dépression, puis l'alcoolisme, puis c'est-à-dire qu'elle va commencer à enchaîner, au point où un jour lors des Garage Awards en 2000, elle va monter sur scène et elle est totalement bourrée en fait. Je suis désolé, l'extrait a disparu d'internet, mais elle va monter sur scène, elle est totalement bourrée, c'est-à-dire qu'on la tient même pour dire son discours et c'est une petite fille en fait. Et à partir de là, elle-même va dire dans plusieurs interviews que c'est à partir de ce jour-là que le label lui a dit, le lendemain, ils lui ont dit c'est fini en fait, on ne veut plus te gérer et donc ils lui ont rendu son contrat. Et ça a été ce moment précis, nous sommes en 2000, la fin de la carrière en major de Shola Ama. Parce que depuis 2000 en fait, tous les jours, vous allez voir certains fans de R&B là dire que Shola Ama aurait pu revenir, elle aurait dû revenir. Et c'est vrai qu'elle aurait dû revenir. Sauf qu'après ça, c'est devenu encore pire. C'est-à-dire qu'elle est devenue une consommatrice de crêpes plus. Elle consommait à un niveau où elle dépensait $1000 par jour ou par semaine simplement sur de la drogue. De fait, ce qui se passe, c'est que très rapidement, elle se retrouve totalement ruinée. Elle commence à reprocher à Warner le fait d'avoir fait ce deuxième album qui était pas totalement ce qu'elle voulait rester sur le son anglais alors que à la base aussi elle voulait aussi aller sur le son américain. Bref. I remember the times when it was like US always was looking down upon us. Exactly. It was like no love whatsoever. You had to go there and work with them to be accepted by your own people to a certain extent. For me, that's how it was. Yeah. I had to work with American producers, American writers, American just to get in the door. Just to be for my people to go, oh, you're something. Elle commence donc à avoir cette dispute-là avec le label qu'il a déjà mis à la porte. Et finalement, en 2003, elle se décide à revenir. Quand elle se décide à revenir, elle est mariée. Elle est mariée à un Français. Et c'est d'ailleurs ce Français-là qui va l'aider à enregistrer l'album qui va s'appeler Supersonic. Et dont le premier single sera ça. Can't you see that it's you? Ce premier single, c'est un retour aux sources parce qu'en fait, elle va revoir les D-Influencers. C'est-à-dire que le groupe du début là qu'il avait fait, elle va les revoir parce qu'elle comprend que le son trop américanisé du deuxième album n'était pas forcément ce qu'on attendait d'elle. Donc elle retourne à la casse en mode voilà, je n'ai rien fait de mal, allez-y, acceptez-moi. Sauf que cette fois-là, elle est en indé, donc il n'y a plus les mêmes moyens. La chanson sort, mais elle ne sera que 95e en UK, donc l'album ne va pas sortir en Angleterre en fait. L'album va d'abord sortir au Japon. Après, ils vont se souvenir, ils vont se dire, mais quand on voit tous les marchés là, quel était le marché où... Et là, les Gaulois, félicitez-vous, applaudissez. Parce que oui, ils vont penser à la France. En plus, son gars est français, mais c'est surtout que la France était le second marché de Shola Ama, en fait. C'est le pays qui l'accueillait le mieux et qui l'a le mieux accueilli sur son second album. Donc, ils vont se dire qu'ils vont faire un single pour la France. En plus, à cette époque, elle est enceinte et certains se rappellent peut-être de la chanson. C'est avec le très bon chanteur des Tribal James, c'était Moïse et c'était ça. Dans ma vie, je pense aux alentours de l'humeur et Oui, Symphony sort en single en France et en fait, il faut savoir que c'est un single uniquement français en fait. La chanson n'a pas été exploitée ailleurs, c'était vraiment pour le marché français et même si vous vous félicitez, même si vous êtes content de vous, la chanson n'a été que 53e en France et l'album a encore plus floppé en fait. Donc oui, je vous félicitais au début, mais là vous devrez vous remettre en cause. Vous étiez où pour aller acheter les singles à la Fnac et tout et soutenir cousine Shola qui était dans l'abus de farine et en plus enceinte en fait. Vous pensiez pas au petit garçon là, donc l'album ne va pas marcher. Supersonic, qui est son premier album en indé, ne va pas marcher. Et en plus, comme je vous ai dit, il ne va vraiment jamais sortir en Angleterre, en fait. Elle va faire une édition un peu limitée que certains fans pourront commander par certains sites et tout. Mais l'album ne va jamais sortir vraiment officiellement sur le territoire anglais. C'est-à-dire qu'à ce moment précis, pour le grand public anglais, Shola Ama n'a que un album ou deux, s'ils sont gentils, en fait. Parce que le deuxième est un peu passé inaperçu, malgré vraiment toute l'attente. Il a déçu, donc il est passé inaperçu. Le premier est un succès, mais le troisième ne sort quasiment pas sur le territoire. Mais il va y avoir un petit espoir en fait. Quand cet album ne marche pas, elle va sortir un single qui va avoir un bel impact en UK. C'était ça. So I
elle va reprendre le titre de Mario, une réponse à Mario. Vous savez qu'à l'époque, les gens aimaient faire les chansons, après les ex se répondaient, des trucs comme ça. Ça donnait par exemple ce gars-ci. Après, sa copine avait répondu, c'était ça. Donc Shola Ama aussi s'était dit, je vais répondre à Mario Winamp, surtout que c'est un Américain et on me connaît comme étant la bonne chanteuse de R&B anglaise. Donc elle lui avait répondu et le titre se classe 8e sur les charts anglais en fait. Donc il y a une petite appétence. Très rapidement, elle va retomber dans la farine. Ça va complètement pourrir, mais vraiment pourrir à chaque fois les essais de relance de la carrière de Shola Ama. Plusieurs fois, il va y avoir des tentatives, des singles comme celui-ci en 2009. En plus du fait que ça va être très difficile, mais vraiment très compliqué pour elle de sortir de cette emprise de la farine, le temps va passer en fait. D'autres artistes vont venir. À un moment, elle va essayer elle-même d'être productrice, c'est-à-dire qu'elle va produire sa petite sœur qui va sortir des chansons comme celle-ci. Mais la carrière de sa sœur va aussi être assez éphémère en fait. Donc Shola va se relancer petit à petit avec des featuring. C'est donné par exemple ça en 2009. On va la voir sur un single à la Drake, une chanson qui était vraiment pas mal en 2013, ça donnait ça. Et plus tard, en 2015, elle va annoncer qu'elle va revenir avec un EP. Et c'est un projet de 8 chansons plutôt reggae, ça donne ça. Alors le disque est plutôt bien ficelé. Comme je vous ai dit, c'est un disque plutôt reggae, donc il est plutôt pas mal fait dans son genre. Le seul truc qui lui manque vraiment, ou alors qui lui manque fondamentalement à ce projet, c'est le fait qu'on ne retrouve pas de prod où on puisse entendre toute la joliesse de son timbre en fait. C'est souvent un peu surchargé vocalement, alors que la voix de Shola, c'est vraiment son grand argument. C'est quelque chose de plutôt suave, sulfureux. Et d'ailleurs, elle est toujours reconnue pour ça en fait. C'est-à-dire que chaque fois que Shola Ama fait une émission radio ou qu'un rappeur un peu urbain l'invite, ça fait des millions de vues. Comme quand Dan l'avait invité pour faire la reprise de Eminem, ça donnait ça. Et ça a cartonné complètement sur YouTube parce qu'en fait on lui reconnaît quand même ce véritable talent vocal, surtout dans la petite scène urbaine anglaise. Like, I still call her like the queen of UK voices because that's what she is. That's what she's always been. That's cute. Shola Ama, how you doing? Hi, baby. D'ailleurs, elle va beaucoup regretter le fait d'être passée plus ou moins pop parce qu'elle dit que beaucoup d'artistes qui sont restés plus underground et plus soulful ont de meilleures trajectoires de carrière que elle sur le long terme. Elle va expliquer dans plusieurs interviews qu'un de ses regrets, c'est ne pas avoir gardé une structure plus néo-soul parce que ces artistes-là ont eu moins d'exposition parce qu'elle a très mal vécu en fait le fait d'être autant exposée aussi jeune. Donc ils ont eu beaucoup moins d'exposition qu'elle, mais ils ont eu une meilleure longévité et ils ont donc eu in fine une meilleure gestion de carrière. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo qui était donc censée revenir sur la carrière de Shola Ama et savoir ce qui s'était exactement passé depuis la petite scène du métro là où le mec a sauté sans son passe Navigo parce que la voix de la petite c'est vraiment un de ses arguments. J'insiste sur la voix parce que Shola Ama c'est pas Whitney Houston, mais elle a une voix très colorée, très smooth, qui ressemble beaucoup aux voix des très bonnes chanteuses de R&B américaines en fait. C'est rare de trouver une voix avec autant de couleurs sans effort en fait. Et c'est pour ça qu'elle a eu beaucoup d'emphase autour d'elle. C'était vraiment parce que sa voix passe comme du beurre quoi. Mais après elle a voulu mélanger le tout avec la farine et faire les crêpes et donc ça a commencé à bugger. Ensuite ils se sont trompés de direction artistique comme vous avez vu sur le second album et ça a fessé son impact. Je ne pense effectivement pas que le deuxième album de Shola Ama aurait dû la tuer. Mais le fait que Warner ait cessé de travailler avec elle, même quand elle est repartie chez eux, parce qu'à un moment elle va repartir chez Warner, leur dire qu'elle est clean, qu'elle veut relancer sa carrière, et ils vont lui dire meuf, on pense que tu peux avoir une carrière, c'est sûr, mais pas chez nous. Donc, ils vont refuser de la reprendre et je pense que c'est ça qui a vraiment joué. Parce que être aussi jeune, avoir un problème avec une addiction et avoir des gens qui t'entourent et qui sont des bénis oui, ça ne t'aide pas à faire une vraie carrière en fait. Donc, à partir du moment où les portes des majors lui ont été fermées en mode
c'est une junkie, bah c'était très difficile pour elle d'avoir une carrière pérenne. De nos jours, elle fait des concerts de temps en temps, elle fait des feats avec la scène un peu urbaine anglaise. Souvent aussi, elle donne des cours de chant, donc peut-être que si vous tapez là, vous allez trouver Sholahama, vous allez voir la fille du métro, vous allez vous dire que dans le cœur, peut-être que si vous chantez, elle peut vous donner des petites astuces. Même moi, je réfléchis à voir si je ne peux pas placer Stipe dans un petit contrat là-bas. Mais bon, c'est sa vie actuelle. Elle dit ne pas regretter sa carrière et le fait d'avoir été plus ou moins bannie de la scène mainstream parce qu'aujourd'hui, malgré toutes ces épreuves, elle se sent mieux. Elle a un écosystème plus ou moins stable avec ses petits concerts à gauche et à droite, même si elle est plus reconnue tous les jours dans la rue comme elle le fut à sa très grande époque en fait. I would love to work with Pharrell. I would love to work with Dr. Dre. But James Fauntleroy is I mean, a lot of people might know that name, but he's probably my favorite songwriter. Mais bon, j'ai aussi voulu faire cette vidéo parce que certes, elle a pas une carrière mirobolante avec plein de rebondissements comme dans le grand 8 à la Usher, à la Justin Timberlake, mais elle est très représentative de beaucoup d'artistes qui arrivent dans l'industrie du disque et sont quasiment broyés par cette industrie en fait. Je suis pas en train de vous dire parce que je sais que certains vont vouloir dire que c'est Warner les méchants et Sholahama la gentille. En réalité, c'est pas ça. C'est comme un mariage qui ne fonctionne pas en fait. C'est-à-dire qu'ils l'ont pris pour un travail, c'est-à-dire qu'ils voulaient qu'elle leur livre des chansons et qu'elle soit plus ou moins clean. Mais de l'autre côté, elle n'a pas totalement supporté toutes ces surexpositions. Il fallait maigrir pour ressembler à ses idoles et tout. Donc, elle est tombée dans la farine. Et eux, ils n'ont pas de problème si tu tombes dans la farine parce qu'ils connaissent, il n'y a pas de souci. Tant que tu leur rapportes, en fait. Tant que tu rapportes et que tu es dans la farine, il n'y a pas de souci. Mais dès que tu ne rapportes plus et que tu continues avec la farine, bah en fait, ils n'ont plus d'intérêt pour toi. Donc, ils se séparent de toi. Et ça fonctionne toujours comme ça dans l'industrie parce que vous, les consommateurs, vous, les gens qui ramenez de l'argent, vous êtes très sévères, en fait. Si on laissait Sholahama bourrer dans les interviews un peu partout, vous seriez les premiers à critiquer, à insulter même la maison des disques en disant qu'elle n'a pas de talent, en fait. Donc, du coup, c'est une situation hyper particulière qui se ressent encore plus mal parce que c'est une chanteuse de R&B anglaise, en fait. Parce que tous les artistes R&B dont on a parlé, dont on parlera, même quand ils ont de grosses chutes de carrière, sachez qu'ils vivront toujours de leur art parce que le R&B c'est culturel en fait, c'est-à-dire que ils passeront dans des carrières adultes, ils trouveront toujours les voies et moyens, surtout pour les artistes R&B 90, de rester là pendant très longtemps en fait. Ils auront toujours là comme Charlie Wilson. Regardez Charlie Wilson, oncle Charlie, notre oncle Charlie. D'ailleurs on lui fait un petit big up. Bah, ils vont toujours très bien, en fait. Et c'est l'exemple parfait, et on en parlera un jour, d'une troisième partie de carrière hyper réussie. C'est-à-dire qu'ils vendront toujours de cette manière-là. C'est plus dur pour les artistes anglais, déjà, parce que le système anglais est très, très chronophage. C'est-à-dire que on les balance très rapidement dès que ça ne marche plus. Et vous avez très certainement dû vous rendre compte de ça, parce que très souvent, les chanteurs de R&B pop anglais, là, dès le deuxième dès que ça ne marche plus, The Queen say you must go out. Diana? No, we don't have Diana here anymore. We have Meghan now. Yeah. And now you can get out. Yeah. Thank you. On commence à leur dire de partir en fait. Et en France aussi d'ailleurs, les chansons de R&B français, vous avez vu que très souvent, mais très souvent, bah en fait, ils ne font pas carrière sur le long terme dans le R&B en fait. La plupart commencent à trouver des jobs normaux, ce qui est pas un crime en soi. Ils trouvent des jobs normaux, vendeurs, esthéticiens, enfin voilà, ils ont des jobs absolument normaux, ce qui est pas mal en fait. Mais c'est bien pour vous montrer qu'ils évoluent dans des écosystèmes totalement différents du système américain et que de fait, ils peuvent vivre ce genre de frustration de manière beaucoup plus forte. Mais c'est en ça que l'histoire de Sholahama est représentative de beaucoup d'autres artistes et qu'elle peut même nous faire réfléchir sur notre propre rapport à la célébrité en fait. Parce que tout le monde veut être célèbre, tout le monde veut être vu, les flashlights et tout. Bref, nous arrivons vraiment à la fin de la vidéo cette fois-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la carrière de Sholahama, si vous aviez vécu ça à l'époque. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de sa carrière, si vous la découvrez aujourd'hui. Mais surtout, dites-moi ce que vous pensez de la manière dont l'industrie fonctionne, du fait que, bah, en fait, très souvent, les artistes se retrouvent dans une telle pression que, bah, c'est pas simple, en fait. C'est pas pour rien que ces gens-là vivent dans la farine, pour beaucoup. Et vous voyez qu'il y a plein d'artistes dont on ne citera pas. Vous voyez, il y a plein d'artistes que vous connaissez bien, là. Vous voyez bien qu'ils sont... Mais tant qu'ils rapportent, ils sont là, en fait. C'est dès le moment où tu deviens ingérable et que tu ne rapportes pas en devenant ingérable que, bah, on se sépare de toi. Et c'est aussi la loi de l'industrie parce que je vous dis que, certes, vous allez juger les majors, mais beaucoup d'entre vous qui sont consommateurs, je me rappelle la tournée de Whitney Houston. Quand elle était complètement perdue, je voyais les commentaires des gens, ils étaient horribles sur elle alors que c'est une personne en souffrance, en fait. Une personne en souffrance qui travaillait pour sa maison de disques. Et vous disiez, dans les commentaires, oh, salope, elle sait plus chanter et tout et tout. Donc, façon de dire que, fatalement, vous êtes aussi l'arme que tient le label sur ces personnes-là, en fait. Et donc, vous
vous avez une certaine part de responsabilité dans la manière dont tout ce système est organisé. Donc c'est pas la peine de dire Warner est méchant, Cholet est gentil, parce que finalement nous sommes tous plus ou moins responsables de tout ça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à participer au Tipeee pour ceux qui le peuvent. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.